Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver en ce 20 mars 2024. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler crypto. Donc, ça fait pas mal de temps que j'ai pas abordé le sujet. Pourtant, c'est le sujet des sujets. Et alors, avant de démarrer, je crois qu'il était temps que je fasse un point sur ce sujet. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que vous allez retrouver sur mon site internet la possibilité de me contacter sur des sujets qui sont aussi bien l'île Maurice que bien sûr les crypto-monnaies. Alors vous allez retrouver tous les sujets en question sur mon site internet. Je vous propose de retrouver tout ça en dessous. Et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi. Donc vous avez des liens qui vous permettent de prendre rendez-vous directement dans un calendrier et donc d'être certain de pouvoir discuter avec moi. Alors vous avez plusieurs formats, donc je vous laisserai découvrir ça. Voilà, vous pouvez me retrouver évidemment sur mon fil Twitter, vous avez tous les liens ci-dessous. Et sans plus tarder, je voudrais aujourd'hui parler donc des cryptos et surtout du Bitcoin. Alors, en introduction, je vous dirais, vous le savez, et j'en ai déjà parlé lors des précédentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, je deviens moi-même un quasi-maximaliste. Je dis bien quasi parce que je ne suis pas un ayatollah, c'est-à-dire que je peux tout à fait imaginer qu'il y ait des projets aujourd'hui qui utiliseront la technologie inventée par Satoshi, c'est-à-dire la blockchain, pour émettre des tokens qui pourraient avoir une utilité sans aucun problème. Et donc, je pense qu'il y aura quand même la place pour qu'on ait des crypto-monnaies, puisqu'on va les appeler comme ça, tous les tokens qui fonctionnent sur la blockchain, on va les appeler des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies qui auront une utilité. En revanche, je pense que ça va être un petit nombre. Et puis en plus, je pense qu'il n'y en aura aucun qui prendra la place du Bitcoin, c'est-à-dire qui va avoir pour fonction la fonction purement monétaire qu'aujourd'hui a été prise par le Bitcoin. Voilà, ça c'est mon introduction. Donc pour commencer, je voudrais d'abord aborder finalement les crypto-monnaies dans leur ensemble. Revenir sur ce côté maximaliste. Alors vous savez, moi j'ai beaucoup évolué dans cette sphère. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, notamment sur YouTube. J'ai démarré cette chaîne, c'était en plein Covid, en plein confinement. À l'époque, j'étais moi-même, je prenais Celsius. Alors rendez-vous compte, depuis Celsius, ce qui s'est passé. Celsius, c'était une société, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce qui est possible puisque ça n'existe plus. Celsius était un des leaders et surtout un des précurseurs qui permettait de déposer ces cryptos chez eux et puis de générer des intérêts. Ça m'avait beaucoup plu au départ. Et puis, au fil du temps, heureusement, j'ai à temps réalisé que tout ce schéma était en fait très très dangereux, car finalement, vous vous retrouvez dans la même situation que celle que vous avez avec une banque, et donc vous confiez vos cryptos à un tiers de confiance, donc à qui vous devez évidemment, comme son nom l'indique, faire confiance. Et ça, c'est la partie la plus complexe et la plus dangereuse de tous ces univers-là. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, l'invention de Satoshi est si extraordinaire parce qu'elle vous permet d'atteindre votre souveraineté individuelle en ne faisant plus confiance à personne et en gardant vous-même vos bitcoins directement avec les clés. Donc évidemment, quand vous faites appel à des plateformes d'échange type Binance, Kraken, ou toutes les autres, et puis à des plateformes sur lesquelles vous allez avoir une carte bancaire, comme Celsius le promettait à l'époque, mais j'utilise encore Nexo, crypto.com, etc. Là, vous êtes évidemment dans une relation à un tiers qui ressemble à celle que vous avez avec une banque. Voilà, donc ça pour moi, c'est évidemment un historique. Si je reviens sur ces 4 années, évidemment, les choses ont énormément évolué parce qu'il y a eu la chute de Celsius, il y a eu Terra Luna juste avant. Tout ça, c'était en 2022, si je ne m'abuse. Oui, c'était au printemps 2022. Et puis voilà, tout ça, finalement, vous savez, la crypto-monnaie, c'est un monde en mouvance permanente. Et donc tout ça, moi, m'a fait évidemment évoluer, beaucoup d'ailleurs, m'a fait prendre conscience
aujourd'hui de finalement la pureté de l'invention de Satoshi avec son Bitcoin le fait que il n'y avait pas vraiment de concurrence par rapport à ça. Vous pouvez créer autant de coins ressemblant au Bitcoin si vous le souhaitez, mais ça ne changera pas l'effet réseau qu'aujourd'hui a pris le Bitcoin, et évidemment avec l'adoption de l'ETF, on va en parler juste après. Finalement, l'idée derrière qu'on puisse avoir ce self-custody, c'est-à-dire qu'on est soi-même souverain et qu'on peut posséder ces cryptos sans avoir à faire confiance à personne, ce qui est un des éléments pour moi les plus fondamentaux du Bitcoin. Voilà. Alors, pour le reste des crypto-monnaies, maintenant, hors Bitcoin, et c'était ça que je voulais aborder finalement là, dans ce premier chapitre, c'est de vous dire que je ne suis pas un ayatollah, comme je vous le disais en introduction, c'est-à-dire que je laisse de la place, et je conçois parfaitement, et non seulement je le conçois, mais je le vois bien, qu'il y a d'autres crypto-monnaies, d'autres projets que le Bitcoin, et il y en a beaucoup, et il y en a certains qui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ont beaucoup de succès. Alors me vient à l'esprit, évidemment, Ethereum en fait partie. D'ailleurs, Ethereum a été, pour la petite histoire, a été mon point d'entrée dans les cryptos il y a maintenant bien longtemps, c'était il y a 9 ans, c'était vers fin 2015. Mais c'était même pas le Bitcoin qui m'avait fait rentrer dans les cryptos. Mais alors bien sûr, il y a Ethereum, mais il y en a d'autres. Et Solana, par exemple, qui aujourd'hui, pour certains, est une blockchain qui est en train de finalement prendre un rôle prépondérant, notamment avec tous ces meme coins. Et on assiste à une explosion. On a assisté à une explosion là, ces dernières semaines de tous ces meme coins qui sont pour la plupart d'entre eux tradés sur la blockchain Solana. Donc Solana a aussi des avantages de rapidité, de coût que je ne dénie pas. Maintenant, il y a beaucoup d'autres blockchains aujourd'hui. Il y en a vraiment plein. Donc, je suis même incapable de toutes les citer. Et pour chaque blockchain, vous allez avoir un coin. Alors, pour ceux qui pensent que certaines blockchains vont avoir un rôle à jouer plus tard, évidemment, c'est assez simple de faire le pari d'investir sur le coin qui est le coin utilitaire de la blockchain en question. Donc, vous avez Solana pour la blockchain Solana, bien sûr. Vous avez le coin de crypto.com, qui est le coin CRO pour la chaîne Chronos. Vous avez Arbitrum, vous avez énormément de blockchains. Vous voyez, je suis incapable de les citer toutes, elles ne me viennent même pas à l'esprit. Moi-même, je vous avoue, Polygon, bien sûr, que j'utilise assez régulièrement. Alors, pour transférer des USDT, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est moins cher et c'est plus rapide que d'utiliser Ethereum. Donc Polygon, vous voyez, si vous pariez que Polygon et que les Layer 2 d'Ethereum, qui sont en ce moment, qui ont le vent en poupe, eh bien, il vous suffit d'acheter des Matic, des tokens Polygon, et puis vous êtes exposé, je dirais, au succès éventuel de Polygon en tant que blockchain, puisque tout utilisateur de ces blockchains va devoir utiliser ces fameux jetons utilitaires pour la blockchain. Alors voilà, est-ce que ça c'est l'utilité d'un token? Vous savez, des vrais maxis vont vous dire que tout ça n'a aucun intérêt, mais moi je suis un petit peu mitigé sur ces sujets-là. Je conçois très bien qu'il y a 99,9% de toutes ces cryptos qu'on voit apparaître ne serviront à rien. Les meme coins dont je vous parle, vous savez, qui sont tradés sur Solana, c'est bien joli, Solana marche bien, etc. Mais moi, tous ces meme coins, ils ne servent à rien. Enfin, concrètement, ça ne sert à rien. C'est que là, on est en plein dans une espèce de Ponzi dans lequel, finalement, vous espérez, en achetant ça, trouver quelqu'un d'autre qui vous le rachètera plus cher. Mais qu'est-ce que vous allez en faire sur la durée? Rien. C'est pas du tout quelque chose comme le Bitcoin qui est censé remplacer, si vous voulez, les systèmes monétaires actuels et prendre un rôle prépondérant dans les systèmes monétaires comme l'or avait avant 1971. Alors on va revenir là-dessus, puisqu'on va passer maintenant, donc assez pour les cryptos, moi je vous dis, donc crypto-monnaie, si vous êtes capable, enfin c'est mon avis, ceux qui sont en mesure de choisir les bonnes cryptos, si vous voulez, et qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu, et la seule question qui se pose finalement par rapport à leur succès, c'est de savoir si ils auront fait mieux que le Bitcoin. Donc déjà, une chose que je fais moi, c'est que toutes les cryptos sur lesquelles éventuellement je peux jeter un regard, la seule chose que je regarde, c'est le graphe de la crypto contre le BTC, si vous voulez. Le graphe de la crypto contre le dollar ne m'intéresse absolument pas.
D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est la transition que je fais maintenant pour vous parler du Bitcoin. Car vous le savez, moi j'ai adopté, et ce que je viens de vous le dire finalement l'illustre, j'ai adopté depuis bien longtemps ce que j'appelle moi le Bitcoin standard, c'est-à-dire que je ne vis et je ne pense que Bitcoin. Et j'envisage, je dirais entre guillemets, ma richesse en Bitcoin, je la calcule en Bitcoin, je regarde tous mes avoirs par rapport au Bitcoin, et pour moi, si je ne fais pas mieux que le Bitcoin, si vous voulez, à quoi ça sert? Autant avoir des Bitcoins, les garder, et on dort tranquille. Voilà. C'est assez simple. Donc ça m'a rendu effectivement quasi maximaliste. Alors, sur le Bitcoin, hein, on est aujourd'hui le 20 mars, on a quand même eu des mouvements extraordinaires là, ces derniers temps. On a eu un plus haut, donc pour la première fois, et c'est là on va aborder ce sujet du halving. Vous savez, on a le halving là qui arrive dans à peu près un mois, même pas, je crois une trentaine de jours. Le halving où il va y avoir, si vous voulez, 3,125 ou 175 bitcoins émis à chaque bloc, c'est-à-dire que par jour, on va passer à 450 bitcoins émis chaque jour. Ça, c'est l'inflation du bitcoin connue à l'avance. On est aujourd'hui à 900 bitcoins par jour. Voilà, donc c'est divisé par deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aura une demande, qu'il y a une demande en ce moment, notamment liée à l'effet des ETF, qui est d'environ 5000 bitcoins par jour. Moi, je vous laisse faire vos calculs. Et la hausse à laquelle on a assisté récemment en est l'illustration, c'est-à-dire qu'à cause de l'ETF, vous avez c'est comme si vous aviez un petit tuyau, si vous voulez, type tuyau d'arrosage, et que d'un seul coup, vous le remplacez par un énorme pipeline, si vous voulez. Hein. Donc c'est un flux d'argent qui arrive dans cet ETF et donc qui oblige les gestionnaires de ces ETF à acheter des bitcoins. Donc si aujourd'hui on est à 5000 bitcoins nécessaires pour faire face à cette demande par jour, alors qu'il n'y en a que 450 qui sont minés chaque jour, je vous laisse imaginer les conséquences sur le prix, c'est-à-dire que vous avez une demande qui est bien plus forte, 10 fois plus forte que l'offre. Donc ça, c'est pour le halving. Un mot sur ce halving pour dire que moi qui suis à mon 3e cycle du Bitcoin, que j'observe, hein, puisque moi j'ai fait le cycle du halving de 2017, le halving de 2020 et le halving donc cette année. Et donc j'ai pu observer les comportements des marchés durant ces halvings. Alors c'est la première fois que l'ancien plus haut du Bitcoin est dépassé juste avant le halving. Ça, c'est effectivement quelque chose de très nouveau, et ça, je peux, moi, juste l'expliquer par l'effet ETF. C'est évidemment la seule explication aujourd'hui que je vois. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que cette hausse à laquelle on a assisté, je pense, a laissé beaucoup de gens assez subjugués. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs au fait, vous savez, je n'ai cessé de répéter dans mes précédentes vidéos sur le Bitcoin, notamment il y a quelques mois, hein, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis quelques temps, mais j'avais dit, je me souviens l'année dernière, je n'ai cessé de dire que la meilleure des stratégies, c'était la stratégie DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average, d'acheter régulièrement des bitcoins et de mettre la même somme de façon extrêmement régulière et sans jamais s'arrêter. Car là, vous suivez évidemment tout le cours du bitcoin, ce qui vous permet d'avoir des points d'entrée, je dirais quasi parfaits. Eh bien, c'est ce que j'ai fait depuis un an. Et inutile de vous dire qu'évidemment, bien m'en a pris. Et d'ailleurs, je continue. Alors, j'ai une stratégie qui consiste quand même à réduire un petit peu la voilure d'achat lorsque on a dépassé le plus haut. Moi, ça m'a paru trop rapide. Et là, pour le coup, puisque depuis maintenant quelques jours, on rebaisse de manière assez forte, hein, ce qui est assez classique, hein, je veux dire, dans les périodes de halving, on n'a jamais connu le Bitcoin partant comme ça en flèche. Et donc, je ne serais pas surpris de voir quelque chose d'analogue, même si on a l'effet ETF derrière, en parallèle, si vous voulez, qui rend les choses évidemment difficilement. Vous ne pouvez pas faire des copier-coller d'un cycle à l'autre. Mais en revanche, si vous regardez la big picture, hein, l'image plus globale, on voit bien que finalement le cycle se répète, même s'il sera différent, et qu'il est fort probable que l'année prochaine, on connaisse une hausse vertigineuse du Bitcoin qui nous emmènera vers un nouveau plus haut historique. Alors moi, quand on a, là maintenant qu'on redescend sous et qu'on retrouve pour moi des niveaux qui sont un peu plus logiques, je peux réamorcer mon DCA, enfin en tout cas le remettre au niveau qu'il était avant. Et donc, en plus sur Binance, je vous le dis, vous avez la possibilité d'acheter non pas chaque semaine ou chaque jour, mais même chaque heure. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'en achetant toutes les heures, vous ne payez pas plus de frais,
puisqu'il n'y a pas de frais fixes, c'est des frais uniquement proportionnels à vos achats, et ça vous permet évidemment de suivre le cours du Bitcoin à l'heure, ce qui est voilà, la meilleure façon. Alors vous êtes sûr de ne pas avoir loupé, je dirais, un plus bas à un moment donné. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le halving et évidemment sur ce qui s'est passé là avec le prix du Bitcoin dans ces dernières semaines. Je voulais vous dire sur le Bitcoin un point très important, et ça vous le retrouvez sur mon site internet, puisque aujourd'hui un point fondamental pour moi est que évidemment ces Bitcoins, contrairement au reste, on les garde en self-custody, sujet que j'abordais en début de vidéo. C'est-à-dire que vous devenez souverain individuel en gardant vos clés et en les sécurisant. Alors cet aspect sécurité est pour moi l'aspect le plus fondamental et qui va devenir au fil des années qui viennent, je pense, le point le plus important à comprendre et surtout à maîtriser pour les détenteurs de Bitcoin. Alors je propose aujourd'hui une formation, vous savez, ça fait longtemps que je suis dans que je baigne, je dirais, dans le secteur du Bitcoin, et notamment que je dirais que je manipule de toutes les façons possibles les différentes manières de sécuriser ces Bitcoins. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai une certaine expertise sur ce sujet. Donc si vous avez et vous vous posez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter via mon site internet. Je me ferai un plaisir qu'on ait une discussion ensemble sur ce sujet, et je propose une formation justement sur comment sécuriser et surtout transmettre aussi ces bitcoins, parce qu'il faut penser à toutes ces choses-là. Dès lors que vos bitcoins ne sont plus dans les mains d'un tiers, vous comprenez bien que le grand danger est d'abord que vous les fassiez voler. Le deuxième danger, c'est que vous les perdiez parce que vous avez mal géré votre sécurité. Et le troisième, est évidemment que si vous disparaissez et qu'il vous arrive malheur, eh bien que vos proches, vos enfants, votre femme ou je ne sais qui ne puissent pas les récupérer. Donc ces sujets-là sont des sujets que je pense sont majeurs dans l'écosystème Bitcoin aujourd'hui pour toute personne qui, comme moi, souhaite s'affranchir évidemment de toutes les problématiques liées aux tiers détenteurs, c'est-à-dire toute la chienlit que nous connaissons par nos chers banquiers qui évidemment nous prennent tous pour des idiots au minimum. Voilà. Alors, la suite, maintenant, je vais terminer cette vidéo en vous parlant de ce que je vois venir pour la suite, notamment pour le Bitcoin. D'abord, il y a un tweet que j'ai bien aimé, là, que j'ai vu, je crois, hier, et qui est aujourd'hui le Bitcoin. C'est un tweet de comment il s'appelle, Crypto John, vous savez. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Moi, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien ce qu'il fait. Il est très très maxi, lui, c'est sûr. Peut-être trop, certains, je vois, lui reprochent, mais je trouve qu'il est assez juste. Et il a tweeté quelque chose sur lequel, d'ailleurs, j'ai répondu, où il dit aujourd'hui, le Bitcoin le prix du Bitcoin est calculé en monnaie fiat. Demain, ça va s'inverser. C'est le prix des monnaies fiat qui sera calculé en Bitcoin. Alors, cette phrase, elle paraît anodine, je la trouve très intéressante, parce qu'elle m'amène à un sujet que je voulais aborder, qui est le Bitcoin standard dont je vous ai parlé en introduction, et qui finalement est quelque chose que je vois venir. Alors que je vois venir comment, allez-vous me dire. Il faut se placer dans ce qu'était. Alors j'avais fait une vidéo, je vais vous le mettre là, en haut, le lien. Vous allez retrouver la vidéo que j'avais faite sur ce sujet, qui est le fait qu'avant 1971, vous le savez, il y avait un standard or, c'est-à-dire que toutes les monnaies fiat étaient calculées en or. Ça s'est complètement inversé en 71, dès lors que les États-Unis ont abandonné le standard or, tout s'est inversé et désormais c'est l'or qui est calculé en fiat. Mais avant 71, c'était bien les monnaies qui étaient indiquées en or, qui avaient un prix en or. Alors, pourquoi ? Parce que l'or était le standard universel adopté, justement, qui ne dépendait d'aucun pays
Et dans la vidéo dont je vous ai mis le lien, vous retrouvez le général de Gaulle qui en parlait évidemment de manière extrêmement précise, notamment en 1965 ou 66. Donc, ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est qu'il est fort possible, et c'est évidemment un souhait, que arrive le moment. Alors vous savez, il y a déjà des pays qui aujourd'hui ont adopté le Bitcoin, mais on est encore dans un moment où tous les prix restent indiqués dans les monnaies des pays, ou bien en dollars. Et je pense évidemment au Salvador. Le Salvador a adopté le Bitcoin, mais ce n'est pas le seul. Vous avez des villes aujourd'hui, notamment en Suisse. Je sais qu'à Lugano, on peut faire beaucoup de choses en Bitcoin, mais en tout cas, dans tous ces endroits-là, le Bitcoin, si vous voulez, c'est-à-dire que vos prix varient en Bitcoin, parce que le prix reste le prix qui est indiqué dans la monnaie fiat. C'est cette inversion qui arrivera probablement un jour, alors pas demain, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais plus on va assister à des pays qui vont adopter le Bitcoin, et là, on aura un moment, si vous voulez, où des pays, si plusieurs pays adoptent le Bitcoin, vous pensez bien qu'arrivera un moment où ces pays vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on, pour sortir de ce marasme où on est obligé d'utiliser des dollars, d'avoir nos échanges commerciaux interpays, aujourd'hui, ils avaient lieu en dollars, vous savez, avec la dédollarisation à laquelle on assiste, avec l'arrivée des BRICS et autres, et où il est question de mettre en place des monnaies alternatives au dollar. On reparle beaucoup d'or, notamment au sein des BRICS, mais pourquoi pas parler finalement du Bitcoin, qui pourrait avoir un rôle qu'avait l'or avant 71, mais beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'utiliser le Bitcoin, et vous imaginez la simplicité avec laquelle les pays pourraient régler leurs échanges internationaux, leur balance commerciale, avec des Bitcoins, qui du coup deviendraient un standard universel, ou en tout cas accepté par beaucoup de pays, et finalement nous entraînerait vers ce fameux moment, et c'est pour ça que j'ai aimé ce tweet, parce que finalement je trouve qu'il nous entraîne vers ça, et il nous commence à nous faire réfléchir à ça. C'est-à-dire quand vous adoptez le standard Bitcoin, vous commencez à calculer finalement la valeur de ce que vous avez par rapport au Bitcoin. Et finalement, c'est vos euros qui ne cessent de baisser par rapport au Bitcoin. C'est vos propriétés immobilières qui ne cessent de diminuer leur valeur par rapport au Bitcoin, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où le Bitcoin va devenir un standard et où tout va commencer à être pricé en Bitcoin. Encore une fois, je vous le dis, on n'y est pas encore, on est même loin d'y être aujourd'hui, en 2024, mais allez savoir, les choses peuvent aller vite. Ce qui m'amène à ma vision d'un monde, finalement, et je vais conclure là-dessus, ma vision du monde qui arrive. Vous savez, moi je fais pas mal de voyages dans des pays qui peuvent sembler un petit peu olé olé. Quand on parle du Salvador, j'étais récemment au Mexique, vous avez certainement vu ma vidéo, et où j'ai retrouvé finalement beaucoup de gens qui, en Amérique centrale, aujourd'hui s'installent dans des endroits qui, il y a encore quelques années, semblaient des endroits soit dangereux, soit complètement en dehors du monde, on va dire. Eh bien, on voit comme les choses sont en train de bouger très vite. Et vous avez aujourd'hui le Salvador devient aujourd'hui un modèle pour beaucoup de pays d'Amérique centrale. Mon souhait le plus profond, c'est que l'île Maurice, qui aujourd'hui finalement regarde tout ça de façon quand même très neutre, mais je sais qu'ils ont un œil quand même sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu d'ailleurs il y a quelques jours un article dans un journal de l'île Maurice sur le Bitcoin. Donc ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Bitcoins qui sont installés à l'île Maurice. L'île Maurice, vous le savez, ne taxe pas les plus-values, donc vous permet, quand vous êtes dans les cryptos, évidemment, d'être quand même très tranquille de ce point de vue-là. Mais mon souhait le plus cher, c'est que l'île Maurice, à un moment donné, rejoigne ce que j'appellerais cette troisième voie. C'est-à-dire des pays qui, non seulement ne sont pas dans l'OTAN, ça n'en parlons même pas, parce que les pays de l'OTAN et ce que j'appellerais l'extrême ouest, j'ai entendu ça récemment, je trouve ça excellent, donc l'extrême ouest qui regroupe en fait les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, Australie et Nouvelle-Zélande, si vous voulez. Voilà l'extrême ouest. Donc l'extrême ouest, n'en parlons pas. Pour moi, c'est parti dans une direction qui est plutôt catastrophique et qui est plutôt les pays prisons. Les BRICS en face, d'un point de vue, moi, aller vivre dans des pays, si vous voulez, où vous avez le contrôle social, etc., à la chinoise, c'est pas non plus ma tasse de thé. En revanche, déjà, c'est beaucoup mieux, on va dire, d'un point de vue relations géopolitiques
et je dirais la façon dont eux envisagent la collaboration entre pays, très différents de l'extrême ouest. Mais vous avez une troisième voie, moi que je vois venir et que je souhaite ardemment, c'est la voie de ce que j'appellerais peut-être... Vous savez, à l'époque, on avait les fameux pays non alignés, hein, à l'époque soviétique, hein, quand il y avait les communistes, les pays libres, et il y avait les non alignés, les pays neutres. Ben, finalement, cette troisième voie que je vois arriver et que j'aimerais voir arriver, va être composée probablement de ces petits pays qui aujourd'hui sont des pays qui font sourire. Mais vous savez, le Salvador fait moins sourire aujourd'hui qu'il le faisait il y a un an. Et les paris de Nayib Bukele sont des paris gagnants. Et donc aujourd'hui, on a appris récemment que le Salvador possédait, je crois, quelque chose comme, je ne sais plus combien, je crois que c'était 5 000, je vais dire une bêtise, je l'ai lu, 5 500 bitcoins, quelque chose comme ça, ce qui est déjà une somme correcte. Mais ces pays-là vont devenir probablement des modèles dans lesquels un individu qui souhaite être souverain pourra s'y installer et pourra y vivre comme un homme libre, souverain, souveraineté individuelle, sans que ce pays soit en mesure de vous ponctionner de l'argent sans votre accord. On va inverser, je dirais, les rapports que nous avions et que nous avons aujourd'hui avec les gouvernements, notamment dans les pays de l'extrême ouest, où vous savez, ils ont une mainmise totale sur vous, et dans les pays, bien sûr, aussi, pas mal des pays BRICS, notamment la Chine, évidemment, où, en fait, c'est le contrôle. C'est le contrôle d'un gouvernement sur les individus. Ça, je pense qu'il y aura moyen qu'il y ait une troisième voie pour sortir de ce schéma-là pour de bon. Le Bitcoin sera évidemment l'outil majeur de cette émancipation de l'individu par rapport à son gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Bitcoin. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dirais surtout, continuez votre DCA. Je pense qu'on a une très très belle année qui s'annonce pour nous. Je dirais les 12 prochains mois pour les Bitcoiners que nous sommes. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.